Média. Le monde, c'est nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Afrique Média, la télévision panafricaine. C'est le journal africain, le sommaire. En Éthiopie, quelques semaines après d'intenses combats qui ont coûté la vie à de nombreux rebelles du TPLF, le Premier ministre Abiy Ahmed, tendant la main à ces derniers, il appelle à la réconciliation nationale du côté de l'Éthiopie pour essayer de pacifier le pays. Nous parlerons de cette actualité avec notre invité Gamal Abina. Toujours au long de cette édition du journal africain, on ira du côté du Mali où l'Allemagne s'interroge en ce qui concerne sa coopération militaire avec Bamako. Berlin pourrait mettre un terme à son engagement militaire dans le pays. Nous en parlerons avec notre invité au long de cette édition du journal africain. Toujours au long de cette édition du journal africain, on ira bien sûr du côté du Maroc qui a intensifié sa coopération avec la Chine. Pékin et Rabat souhaitent signer de nouveaux partenariats en ce qui concerne le méga projet des routes de la soie lancé par la Chine. Les accords ont été signés par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Toujours au long de cette édition du journal africain, on parlera bien sûr de l'Algérie et du réchauffement des relations diplomatiques entre Paris et Alger. L'ambassadeur d'Algérie, rappelé il y a quelques mois, du côté de l'Algérie a donc décidé de rentrer, ou bien le gouvernement a décidé de le renvoyer du côté de Paris. Il a donc repris ses fonctions ce jeudi du côté de Paris. Nous parlerons de cette actualité avec Linda Larbaoui qui est déjà en direct avec nous. Nous parlerons donc de toutes ces actualités avec vous et nos invités dans cette nouvelle édition du Journal africain. Mesdames, Messieurs, rebonsoir et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média pour cette autre édition du Journal africain. Chers téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous. L'édition de ce soir, nous la débuterons du côté de l'Éthiopie. Après la guerre, le temps est maintenant à la réconciliation. Dans son message annuel à la nation éthiopienne, le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé à une réconciliation nationale. Les Éthiopiens se préparent à célébrer Noël ce samedi 8 janvier 2022, mais avec des combats dans la région du Tigré, des millions d'entre eux n'ont pas le cœur à la fête. Ce message de réconciliation intervient alors que le conflit au Tigré a pris un tournant décisif. Les rebelles qui avaient avancé ces derniers mois dans les régions voisines de l'Amara et de l'Afar et qui affirmaient n'être qu'à quelques kilomètres de la capitale Addis Abeba ont annoncé il y a quelques semaines s'être repliés du côté du Tigré. Pourtant, jusqu'ici, le TPLF refusait de se retirer de ces deux régions, comme le réclamait le gouvernement éthiopien pour pouvoir débuter des négociations. Le conflit, qui dure depuis un peu plus d'un an, a fait plusieurs milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés selon l'ONU, qui a donné son feu vert à un mécanisme international d'enquête sur les exactions commises dans le pays. Aucun camion d'aide humanitaire n'est arrivé au Tigré depuis le 14 décembre et certains poids lourds qui étaient en attente pour entrer dans la région auraient été pillés selon l'ONU, alors que des centaines de milliers de personnes vivraient dans des conditions proches de la famine. Nous sommes avec vous, Gamal Abina, pour commenter cette actualité. Bonsoir à vous. Eh bien, après des semaines et des semaines d'intenses conflits, le Premier ministre Abiy Ahmed a donc décidé de tendre la main aux rebelles du TPLF. Oui, c'était attendu, il n'y a aucune surprise là-dessus. Il a un rapport de force qui lui est extrêmement favorable. Il a retourné une situation qui, rappelons-le, était, selon la presse occidentale, sur le point de basculer en sa défaveur, puisqu'il devait y avoir une prise de Addis Abeba qui n'est jamais intervenue. La partie adverse, qui est une rébellion de 250 000 combattants officiellement sur le papier, a été mise en échec par l'armée fédérale et par quelques milices qui lui ont joint, qui lui ont emboîté le pas. Et donc, aujourd'hui, il propose la paix des braves. Hein. C'est un homme qui, auréolé de son prix Nobel de la paix, peut se targuer de pouvoir proposer, après un conflit qui a duré 10 ans contre l'Érythrée, c'est le même type de paix pour un conflit qui a duré un peu plus de 2 mois, on dira, contre ces Tigréens. Et il propose une paix qui soit une paix à la fois intelligente et dont il sait parfaitement qu'il aura le soutien derrière de la Chine et de la Russie, plus d'autres alliés, puisqu'il a noué des alliances avec la Turquie et avec les Émirats arabes unis qui le soutiennent. Donc il sait qu'il a un rapport de force favorable. Il a retourné une situation qui semblait désespérée aux yeux des Occidentaux, qui ont d'ailleurs
par la même embarquer toutes leurs ambassades et tout leur personnel non essentiel sur place. Les Chinois n'ont pas bougé parce qu'ils savaient parfaitement ce qui se passerait. Et la victoire d'Abiy Ahmed, il la doit avant toute chose à deux choses. À une mobilisation populaire parce il a avec lui, et les gens ont oublié le peuple, parce qu'il faut se rappeler quand même que les Tigréens qui détenaient le pouvoir depuis quasiment presque 30 ans, sans partage, ont été écartés du pouvoir en 2018 à la faveur justement d'une sorte de révolution de palais. Ensuite, une élection a consacré la venue d'Abiy Ahmed en tant que Premier ministre, mais surtout qu'il a redonné un peu plus de pouvoir au reste de la population. 94% de la population qui n'était pas du tout représentée. Donc ce soutien populaire, il l'a obtenu en se mobilisant directement à titre personnel. Il a dit qu'il s'engageait en reprenant son costume de lieutenant-colonel, puisque c'est un ancien militaire. Et surtout, il a démontré qu'avec le soutien tactique de drones de combat qui ont été à la fois mis à disposition par les Chinois via les Émirats Arabes Unis, mais surtout par les Turcs, ces drones ont fait la différence, ont su couper, casser les colonnes d'approvisionnement des rebelles, détruire tous les chars et tous les équipements militaires blindés dont ils disposaient, alors que les rebelles étaient fortement aidés parce que cette armée était soutenue de l'étranger, par les États-Unis particulièrement. Et su casser ce dispositif, on les renvoyait quasiment de leur territoire. Aujourd'hui, les rebelles se cachent dans les montagnes, et c'est parce qu'ils sont en difficulté. Et une grande difficulté que le Premier ministre Abiy Ahmed a dit à l'approche du Noël orthodoxe. Il a dit simplement « je vous propose la paix ». Alors évidemment, il ne laissera pas hors de prison les criminels, ça va de soi, ceux qui ont massacré, ceux qui ont tué, ceux qui ont commis des exactions seront forcément poursuivis, mais pour le reste, pour l'essentiel de la population, il propose une main tendue, une main ouverte, parce que l'Éthiopie reste et restera toujours la plus grande nation africaine qui n'a jamais été colonisée. C'est sur cette base-là et sur cette volonté de revenir sur son principe de paix, à savoir qu'il a obtenu un prix Nobel, c'est pas pour rien. Alors c'était une guerre qui durait 20 ans. Aujourd'hui, cette guerre qui a duré 1 an, il veut amener une paix rapide parce qu'il y a derrière d'autres perspectives économiques qui sont là aussi extraordinaires. Un des pays où la croissance économique était la plus forte au monde, rappelons-le, avant la guerre. Eh bien, Gamal Abina, étant donné les positions radicales de ces Tigréens-là, est-ce que vous pensez que cette main tendue du Premier ministre Abiy Ahmed trouvera un écho favorable de leur côté? Alors, il faut comprendre deux choses. D'abord, ces radicaux qui existent effectivement, et vous avez raison, qui avaient le pouvoir, qui l'exerçaient sans partage, et qui ont le sentiment que ce grand pouvoir, à la fois évidemment politique, mais aussi économique, leur a été confisqué depuis que Meles Zenawi n'est plus là. Eh bien, ces radicaux ne voudront pas sans doute faire la paix, mais ils vont peut-être très rapidement, puisque quand on propose la paix de façon, alors qu'on a un rapport de force favorable à un ennemi, cet ennemi a tout intérêt à accepter cette main tendue, parce que d'abord, il semble qu'il y a des difficultés graves sur le plan des approvisionnements et de la nourriture dans la région. On parle beaucoup en ce moment de problèmes de famine qui pourraient à nouveau se présenter comme dans les années 90, mais surtout, ces rebelles sont en échec. C'est-à-dire que les chefs rebelles qui ont prétendu prendre la capitale se sont ridiculisés littéralement, puisqu'il a pas fallu 2 semaines pour que la vapeur soit inversée. Et quand un Premier ministre qui a déjà fait la paix avec d'abord l'Érythrée propose la paix, et bon, on prend au sérieux. Je pense que la majorité de la population tigréenne, qui malgré tout se sent de toute façon éthiopienne, elle n'a pas l'intention, elle ne voulait pas de sécession, c'est pas eux qui ont eu cette idée à la tête, et ils ne voulaient pas prendre le pouvoir non plus, ça ne les intéressait plus. Eh bien, je pense que même si ces chefs rebelles refusent, et ce sont des radicaux, cette main tendue, de toute façon, ils verront dans leur force une désertion massive, des combattants qui sont très fatigués, qui sont très démoralisés, puisque la défaite est consommée, et des combattants qui, de toute façon, ont tout intérêt à retrouver leur famille et à revenir chez eux. D'ailleurs, rappelons que Abiy Ahmed avait dit, justement, avait fait un appel aux femmes de ces combattants, aux mères de ces combattants, qu'ils rapatrient, entre guillemets, qu'ils fassent revenir leurs enfants ou leurs maris, parce que c'était une guerre inutile, c'était une guerre instrumentalisée de l'étranger, et qu'il devait absolument y avoir un retour à la paix civile pour développer le pays, évidemment, et pour garantir, effectivement, une confraternité dans cette fédération de 9 États fédérés. Donc oui, ces radicaux vont sans doute peut-être refuser la paix, mais le soutien qu'ils espèrent des États-Unis n'existe plus. Les soutiens étrangers d'Abiy Ahmed sont très importants aujourd'hui, et ils ont tout intérêt à obtenir au moins que la clémence du Premier ministre pour obtenir un retour à la paix civile, et qu'ils ne se retrouvent pas ni morts ni en prison. Donc je pense que les radicaux vont réfléchir 2 fois. Quelques-uns vont résister, mais globalement, il va y avoir une véritable déliquescence de cette rébellion qui va finir par s'effacer d'elle-même à la faveur de cette proposition de paix. Merci à vous, cher Gamal Abina, d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de cette édition du Journal africain.
On quitte l'Éthiopie pour prendre à présent la direction du Mali où le débat des forces militaires allemandes dans le pays du colonel Assimi Goïta se pose depuis des mois. Mais ces derniers jours, il s'est encore accentué après les propos de Christine Lambrecht, la ministre allemande de la Défense, ceux de Eva Ogel, la commissaire parlementaire auprès de la Bundeswehr, les forces armées allemandes. Pour rappel, l'Allemagne compte environ 1350 soldats au Mali, repartis entre la mission de formation des forces armées maliennes, en abrégé FAMA, conduite par l'Union européenne, et la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali, en abrégé MINUSMA. Par ailleurs, au Sahel, la Bundeswehr conduit également la mission Gazelle, laquelle mobilise des nageurs de combat de la marine allemande pour former les forces spéciales nigériennes. Par commodité, elle a intégré à la participation allemande l'ETM Mali. Peu avant Noël, Mme Lambrecht a évoqué un redéploiement des instructeurs militaires allemands de l'ETM Mali au Niger par souci de sécurité. La sécurité de nos soldats est pour moi la première des priorités au Mali. La Bundeswehr a pour mission de former l'armée locale. Nous devons maintenant vérifier si l'entraînement des soldats maliens n'est pas possible de la même façon et même en mieux dans un autre endroit plus sûr pour nos soldats, a en effet affirmé Mme Lambrecht peu après avoir pris ses nouvelles fonctions. Mais au-delà des considérations autour de la sécurité, cet éventuel redéploiement du Mali vers le Niger pourrait évidemment être motivé par l'arrivée des paramilitaires russes à Bamako. Quoi qu'il en soit, la commissaire parlementaire auprès de la Bundeswehr a ensuite enfoncé le clou après avoir passé les derniers jours de décembre 2021 au Sahel. Elle a appelé le gouvernement allemand à revoir les opérations menées dans la région, voire à envisager un retrait du Mali. Nous sommes avec vous, Daniel Padang, pour commenter cette actualité. Vous êtes docteur en psychologie et professeur de philosophie à l'Académie d'Amiens. Bonsoir à vous, docteur. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision panafricaine. Eh bien, d'après vous, est-ce que cette annonce d'un probable retrait de des forces allemandes du côté du Mali est une bonne nouvelle pour le peuple malien? Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord saluer saluer les acteurs cette scène qui se battent pour, je dirais, libérer l'Afrique. Et je crois que le succès c'est l'objet de notre analyse soit que l'Allemagne pourrait mettre un terme au Mali. Et personnellement, je voudrais faire une analyse de la théorie de la temporalité de l'existence et la théorie de la liberté de l'existence d'une nation. Nous avons malheureusement perdu le docteur Daniel Padan. On va continuer notre périple en prenant à présent la direction du Maroc. Le royaume chérifien intensifie désormais sa coopération avec Pékin. Le Maroc et la Chine ont scellé leur alliance. Les deux pays ont signé mercredi une convention qui valide leur partenariat dans l'ambitieux projet stratégique chinois des nouvelles routes de la soie. La convention, feuille de route sur la mise en œuvre conjointe de l'initiative chinoise, a été paraphée par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et un haut responsable chinois Ning Jeize lors d'une cérémonie organisée par visioconférence. Elle a pour objectif de favoriser l'accès au financement chinois pour réaliser de grands projets au Maroc et de faciliter les échanges commerciaux, la création de joint ventures dans les secteurs industriels et énergétiques, la recherche de la coopération technologique, a précisé l'agence marocaine d'information. Au terme de cet accord,
Pékin s'engage à encourager les entreprises chinoises à investir au Maroc. La convention prévoit également une coopération tripartite avec l'Afrique, en particulier dans le développement durable. Lancé en 2013, ce projet de nouvelle route de la soie vise à améliorer les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique et même au-delà par la construction de ports, de voies ferrées, d'aéroports ou de parcs industriels. Le Maroc a été le premier pays du Maghreb à rejoindre en novembre 2017 ce gigantesque projet. Selon Nasser Bourita, les échanges bilatéraux ont enregistré une croissance de 50% ces 5 dernières années, de 4 milliards de dollars en 2016, de 6 milliards de dollars en 2021. Plus de 80 projets d'investissement chinois sont en développement au Maroc, a-t-il précisé. Les investissements directs de la Chine ont atteint 380 millions de dollars, a indiqué Ning Jizhe. Cette alliance avec la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, n'est pas sans impact diplomatique au moment où Rabat fait feu de tout bois pour convaincre ses partenaires à se rallier à ses positions sur le territoire disputé du Sahara occidental. La justice marocaine a en outre donné fin décembre son aval à l'extradition d'un ressortissant chinois, membre de la minorité musulmane ouïghour, Yidirezi Aïchan, arrêté en juillet à son arrivée au Maroc et recherché par la Chine pour des actes de terrorisme. Cette décision n'a pas encore été mise en exécution selon son avocat, alors que de nombreux défenseurs des droits humains au Maroc et à l'étranger s'opposent à cette décision. On quitte le Maroc pour prendre la direction à présent de l'Algérie où le raffermissement et le réchauffement des relations semblent désormais sur les bons rails. En effet, la présidence algérienne a indiqué mercredi que l'ambassadeur d'Algérie en France reprendra ses fonctions ce jeudi. Il avait été rappelé en octobre suite à un froid diplomatique après des déclarations d'Emmanuel Macron jugées offensantes, un signe d'apaisement entre Paris et Alger. L'ambassadeur d'Algérie en France, qui avait été rappelé en octobre pour consultation après des déclarations du président français Emmanuel Macron qu'Alger jugeait offensantes, reprendra ses fonctions ce jeudi 6 janvier 2022, a annoncé mercredi la présidence algérienne. Le président Abdelmadjid Tebboune a reçu mercredi l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, qui reprendra ses fonctions à Paris à partir de ce jeudi 6 janvier 2022, a indiqué la présidence dans le même communiqué. Alger avait rappelé son ambassadeur le 2 octobre en réaction à des propos relayés par le journal Le Monde du président français Emmanuel Macron qui affirmait que l'Algérie, après son indépendance en 1962, s'était construite sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. Emmanuel Macron avait aussi questionné l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. À partir de 1830, le président algérien avait exigé le respect total de la France pour normaliser les relations, tandis que son homologue français avait rejeté par la suite que ses propos aient suscité des polémiques et malentendus. Alger avait par ailleurs, en signe de protestation, interdit le survol de son territoire aux avions militaires français desservant le Sahel, où sont déployées les troupes de l'opération Barkhane. Le chef de l'État algérien avait plus prévenu début novembre qu'il ne ferait pas le premier pas pour tenter d'apaiser les tensions. Emmanuel Macron a depuis fait part de ses regrets devant la polémique engendrée et s'est dit fortement attaché au développement de la relation bilatérale entre la France et l'Algérie. Début décembre, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a effectué une visite en Algérie afin de désamorcer cette crise bilatérale d'une rare gravité. Le ministre français avait alors appelé à une relation apaisée afin que les deux pays puissent regarder vers l'avenir. Toutefois, aucun accord n'avait été obtenu lors de cette visite pour, par exemple, la reprise du survol de l'espace aérien algérien. Les relations entre Paris et Alger ont souvent connu des turbulences. La dernière crise aussi grave datait du 23 février 2005 quand le Parlement français avait adopté une loi reconnaissant un rôle positif de la colonisation. Nous sommes avec vous, Linda Larbaoui, pour commenter cette actualité. Bonsoir à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, est-ce qu'on peut dire, dès lors que Paris et Alger ont fumé le calumet de la paix et que les relations entre les deux pays sont désormais sur les bons rails? Vous savez, il n'y a pas plus compliqué que la relation France-Algérie. Il y a des dossiers très très lourds. Il y a aussi une forte communauté algérienne en France. Il y a 6 millions de binationaux, 950 000 de résidents. Et il y a 2 millions aussi de ressortissants algériens qui ont une nationalité européenne, où ils sont résidents officiellement dans un pays européen, mais ils habitent en France.
Donc, ça fait quand même près de 9 millions d'Algériens en France. Donc, on ne peut pas, par rapport à toute cette communauté, couper du jour au lendemain. Il y a eu un épisode aussi quand M. Antar Daoud a été rappelé, que peu de temps après, il s'est adressé à la diaspora algérienne en France et dans son discours, il avait demandé à cette diaspora qui était très intéressée par le vote en Algérie et il lui a demandé de s'intéresser également à la vie politique française. Et ça avait heurté les Français. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même 6 millions de binationaux, il y a à peu près 3 millions de voix. Donc, à l'heure actuelle, ce que le gouvernement algérien, ce que M. Tebboune ne voulait pas montrer, c'est qu'il n'est pas contre Macron pour le vote. Et à Alger, on avait peur qu'on croie que le fait que l'ambassadeur ne revienne pas, c'est un peu contre Macron. Alors que l'Algérie, elle est complètement neutre dans l'histoire du vote en France. Il y a aussi les dossiers et tout ce qui a été dit par Monsieur Le Drian le discours de Le Drian quand il est venu en Algérie, le dossier des archives, une partie la France a quand même fait un geste, il y a une partie qui est ouverte aujourd'hui. Il y a eu quelques gestes de fait, mais il y a des choses où l'Algérie ne reviendra pas là-dessus. Et ça, je l'ai entendu par des amis qui sont spécialisés dans la matière que j'ai appelé hier soir. Là, par exemple, l'histoire du couloir aérien, l'Algérie ne reviendra pas dessus. Il y a aussi des contrats commerciaux où la France n'a pas respecté. L'Algérie ne reviendra pas dessus. Mais par rapport à la communauté algérienne, le vote qui se passera en France au mois d'avril, par rapport aussi aux gestes que la France, que M. Macron a fait, donc on va dire que ça s'est adouci. Oui, même s'il est vrai que les relations entre Paris et Alger sont compliquées, vous l'avez d'ailleurs rappelé, est-ce qu'on peut dire que sous Emmanuel Macron, ces relations se sont encore un peu plus dégradées? Écoute, si je reviens à la dernière interview de M. Tebboune, le président algérien, il a bien dit une chose qui est quelque part vraie pour nous les Algériens, parce qu'il y a eu quelques gestes de fait. Il a dit peut-être de tous les présidents français, Emmanuel est le moins pire. Pourquoi? Parce que Emmanuel n'est pas de cette génération qui a connu la guerre d'Algérie. Et puis aussi, il a essayé d'apporter un petit quelque chose. Il ne faut pas aussi oublier qu'en France, il y a deux lobbies qui sont très puissants. Il y a le lobby israélien et l'Algérie ne reconnaît pas l'État d'Israël, mais il y a aussi le lobby des pieds noirs algériens qui, à chaque fois, sont là pour mettre les bâtons dans les roues. Et on retrouve, par exemple, Éric Zemmour, où lui, il était 100% algérien, si on veut, mais il y a Marine Le Pen. Donc, toutes ces deux lobbies font en sorte quand même qu'à chaque fois que les choses vont vers le meilleur avec l'Algérie, ça se bloque. Mais aujourd'hui, il y a une chose qui est vraie. La porte de l'Afrique, c'est l'Algérie. L'Afrique est en train de tourner le dos à la France. Donc, si on veut gagner des marchés, si on veut gagner, il va falloir jouer le jeu. Il va falloir considérer l'Afrique comme un continent complètement libéré et parler avec les Africains d'égal à égal. Et c'est ce que M. Ramtan Amamra, le ministre des Affaires étrangères, l'avait dit. Donc, la France est obligée de changer. Macron, on est conscient quand on écoute ses discours, il en est conscient, mais il n'est pas maître de lui-même. Il y a des lobbies et c'est ces lobbies qui gèrent un peu la vie politique en France. Merci à vous, Linda Larbaoui, d'avoir répondu à nos questions dans le cadre de cette édition du Journal africain. On quitte l'Algérie pour prendre à présent la direction du Tchad où le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi le mercredi 5 janvier 2022 au Caire
lors d'une visite d'État. Le chef de l'État égyptien a souligné la volonté de son pays de fournir un soutien complet au Tchad durant sa phase de transition actuelle et également de renforcer les relations entre l'Égypte et le Tchad à différents niveaux, a déclaré le porte-parole de la présidence égyptienne, Bassam Radi, dans un communiqué. L'Égypte et le Tchad entretiennent des relations établies de longue date qui ont encore été consolidées sous la direction de feu le président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno. Suite au décès soudain de ce dernier en avril 2021, son fils Mahamat Idriss Déby a pris sa succession à la tête du pays en tant que président du PMT pour une période de transition de 18 mois. Cette période peut être prolongée une seule fois par le Conseil national de transition qui exerce actuellement le pouvoir législatif suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Amat Haroun Lari est en direct avec nous de N'Djamena. Bonsoir à vous, cher Amat. Merci d'avoir répondu présent à cette autre invitation du journal africain. Eh bien, Mahamat Idriss Déby Itno multiplie les concertations et multiplie les déplacements. Cette fois-ci, c'est du côté de l'Égypte avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Nous constatons aujourd'hui la volonté manifeste du président Mahamat de consolider la paix et la sécurité, non seulement du Tchad, mais qui entretenir des relations et visiter les pays où le Tchad a détention. Vous imaginez, il est parti en Arabie Saoudite, au Qatar, en Guinée équatoriale et maintenant en Égypte. Tout ça parce qu'on a des pays voisins comme la Libye et les principaux acteurs de conflit en Libye, ceux qui peuvent résoudre ou dire quelque chose en Libye, c'est l'Égypte, le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Donc le président Mahamat ne veut pas de conflits avec d'autres acteurs sous-régionaux ou internationaux. C'est pourquoi il a effectué toutes ces visites, mais avec le président, c'est exceptionnel. Parce que l'Égypte, aujourd'hui, c'est la première puissance de la sous-région, la puissance économique, militaire et stratégique. Aujourd'hui, ce qui fait le jeu en Libye, c'est les Égyptiens qui sont là, les soutiens de Khalifa Haftar et d'autres. C'est les Égyptiens qui sont les maîtres au Soudan aujourd'hui. Vous ne pouvez pas consolider la paix et la sécurité au Tchad ou dans le Sahel sans le soutien militaire ou stratégique de l'Égypte. Donc le président Mahamat est conscient de ça et depuis plus d'une décennie, l'Égypte ne fait qu'entretenir, surtout avec l'arrivée du président Sisi. Le président Sisi et le maréchal Idriss Déby, paix à son âme, ils ont fait du travail pour la lutte contre le terrorisme au Sahel et plus particulièrement le terrorisme, surtout contre les frères musulmans, ce qui s'est passé en Égypte, au Soudan et en Libye maintenant, ce qui se passe. Donc, le président Mahamat, conscient de ça, a accepté l'invitation du président Sisi. Or, avant que le président Mahamat parte là-bas, il y a eu des travaux qui ont été faits. Nous, en tant que beaucoup de chercheurs, on a effectué des visites en juillet. Et en juillet, on a rencontré le ministre égyptien des Affaires africaines. Donc, on a discuté avec lui sur la transition au Tchad. Et après, il a pris la décision pour l'invitation du président Sisi pour venir dire au président Mahamat que l'Égypte est disposée à soutenir le Tchad dans tous les domaines, plus particulièrement dans le domaine militaire et sécuritaire. Et aujourd'hui, hier, il a rencontré les investisseurs, surtout sur l'énergie. Le Tchad a besoin de l'énergie et il a rencontré ces investisseurs. Il a rencontré aussi le groupe Olam concernant la médecine. Le Tchad a besoin de médecins d'expertise égyptienne. Et donc, toutes ces relations, l'Égypte a ouvert les portes, non seulement dans l'enseignement supérieur, dans la médecine, mais aussi dans la formation militaire, surtout dans la lutte contre le terrorisme. Cher Amat Haroun Lari, vous avez bien fait tout de même de parler de cette transition tchadienne. Il faut dire que le Tchad est engagé dans un processus de dialogue national. Un pré-dialogue est d'ailleurs en préparation du côté du Qatar. Est-ce que vous pensez que le grand dialogue national initié et orchestré par Mahamat Idriss Déby Itno permettra de ramener la paix et la stabilité au Tchad? C'est très facile parce qu'en réalité, c'est la sincérité que nous manquons. Le président Mahamat est disposé. La volonté politique, on a. On a vu comment il est en train de rencontrer tous ces acteurs. Il a ouvert la porte et à chaque temps, il ne fait que rappeler à l'ordre l'ancien président ou les autres membres du comité qui sont en charge de politico-militaire. Et il ne fait que répéter de n'exclure personne. Même l'amnistie, les deux personnes, le président Mahamat Nouri et Abakar Tolli, qu'on a exclu leur nom, le président Mahamat a exigé qu'on rétablit et ils l'ont amnistié. Et ce qui reste maintenant, c'est le dialogue. Et nous sommes conscients que tous les acteurs sociopolitiques ou militaires du Tchad sont disposés à dialoguer. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un tournant dans notre pays. C'est un tournant et qu'on est en train de réussir les paris si bien élevés. Le soutien de l'Égypte ou de le Qatar est énorme pour le Tchad. Parce que tous les conflits du Tchad sont soit de la Libye, soit du Soudan.
Mais ces deux pays aujourd'hui sont soit soutenus par le Qatar, soit soutenus par l'Égypte. Si le Qatar aujourd'hui est disposé à accueillir les politico-militaires, c'est un grand pas. Et il y a la volonté politique du Qatar qatari, de la même manière du côté du Conseil militaire de transition aujourd'hui. Et les hommes politiques de l'intérieur sont tous prêts pour aller au dialogue, sont tous d'accord pour qu'on change. Et il y a de nouvelles doctrines. Les jeunes générations qui appartiennent au président Mohamed ne veulent plus retourner comme les anciens ont fait. Ils veulent qu'on tourne la page. Aujourd'hui, c'est une nouvelle heure sur le Tchad et les jeunes acteurs des partis politiques, des politico-militaires, ils veulent revenir à reconstruire un nouveau Tchad où il faut bon vivre. Donc, c'est pourquoi il est urgent pour le président Mohamed d'avoir des soutiens de grande taille comme celui de l'Égypte ou du Qatar. Et ce qui est acquis, le soutien du président, du maréchal Sissi, est acquis parce qu'on voit les démarches que l'Égypte a entreprises depuis des années, surtout après la disposition du maréchal à l'Union africaine, dans les pays du Golfe, mais aussi à l'intérieur du Tchad, la consolidation de la paix que l'Égypte a contribué est énorme et nous pensons que ça va aider la transition. Merci à vous, cher Amat Haroun Lahri, d'avoir répondu à nos questions en direct de la capitale tchadienne, N'Djamena. Parlons de toute autre chose à présent. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a donc 5 nouveaux membres permanents, non permanents. 5 nouveaux pays siègent désormais au Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de 2 ans. 2 pays africains, le Gabon et le Ghana, mais aussi l'Albanie, les Émirats arabes unis et le Brésil. Le Conseil de sécurité compte 15 membres, dont 5 membres permanents, le Royaume-Uni, la Chine, la France, la Russie et les États-Unis, et 10 membres non permanents élus pour un mandat de 2 ans. La plupart des questions à l'ordre du jour au Conseil de sécurité concernent l'Afrique. Pourtant, le continent y est sous-représenté. L'Union africaine soutient l'idée d'une réforme pour une meilleure représentation. C'est le cas des présidents sénégalais Macky Sall et sud-africains Cyril Ramaphosa qui, il y a quelques jours, ont regretté qu'aucun pays africain n'y soit membre permanent. On va sortir par la République démocratique du Congo où les autorités du pays ont à nouveau reporté à juin prochain la cérémonie de restitution par la Belgique d'une relique du premier ministre du pays, Patrice Emery Lumumba, héros de l'indépendance de l'ex-Congo belge en juin 1960, devenu le premier ministre du nouveau pays, la RDC. Patrice Lumumba a été renversé quelques mois plus tard lors d'un coup d'État. Il a été exécuté le 17 janvier 1961 avec 2 frères d'armes par des séparatistes de la région du Katanga avec l'appui de mercenaires de l'ancienne puissance coloniale belge. Initialement, la Belgique devait officiellement remettre le 21 juin 2021 au président Félix Tshisekedi une dent qu'un commissaire de police belge affirme avoir prélevée sur le corps de Patrice Lumumba lorsqu'il a contribué à le faire disparaître. Cette restitution et une série d'hommages prévus ensuite avaient déjà été reportées en raison d'une hausse exponentielle des cas de Covid-19 au 17 janvier 2022, 61e anniversaire de la mort de Patrice Lumumba. La cérémonie de restitution et de rapatriement des restes de l'ancien Premier ministre Patrice Lumumba est reportée en juin prochain à une date autour des festivités de la célébration de l'indépendance de la RDC le 30 juin, a déclaré mercredi un conseiller du président Félix Tshisekedi. Plusieurs raisons justifient ce report, mais la principale porte sur les restrictions dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, a-t-il ajouté, promettant une communication officielle dans les prochaines heures. En 2000, le commissaire de police belge Gérard Souet avait raconté avoir découpé et dissous dans l'acide le corps de Patrice Lumumba et de 2 de ses fidèles, Joseph Okito et Maurice Mpolo, assassinés en même temps. Dans un documentaire diffusé sur la chaîne allemande ARD la même année, il avait affirmé avoir conservé des dents de Patrice Lumumba et les avait montrées. En septembre 2020, la justice belge avait répondu favorablement à une demande de la famille de Patrice Lumumba de lui restituer une dent attribuée au leader congolais et saisie, dont la famille de Gérard souhaitait. En 2001, la Belgique avait reconnu sa responsabilité morale dans la mort de Patrice Lumumba au terme d'une commission d'enquête parlementaire.
Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition du Journal africain. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission. Restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent. Vous serez bien sûr dans quelques minutes en compagnie d'Ulrich Lenga dans le cadre de l'émission Afrique Santé. Par la suite, ce sera au tour de Fabrice Ndoum et de tous ses invités de vous entretenir dans le cadre de l'émission Africa Foot. Quant à moi, je vous retrouve demain pour la dernière édition du Journal africain. Mesdames, Messieurs, bonsoir.